Eh ben, bordel, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Fou. Oh là 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 là. Franchement, si vous l'avez pas vu, quittez la vidéo et puis revenez après parce que là, il faut aller voir ce show sans être spoil. Exceptionnel, c'est tout. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody pour la review de Wrestle Kingdom 17 au Tokyo Dome. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette review qui franchement, ce show était juste exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes encore là sur la vidéo, vous l'avez vu déjà la miniature, vous spoil de rien et je vais faire vraiment l'effort de spoil, on va dire sur les gros shows, de pas spoil parce que je sais que certaines personnes attendent pour les voir. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes encore là, allez voir franchement pratiquement toute la carte. Hormis peut-être le match féminin, mais ce qui se passe, voilà, c'est important. Et derrière, franchement, toute la carte est très très bonne. C'est sûrement l'un des meilleurs shows que j'ai vu du début à la fin. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc voilà. Et je compte sur vous pour le like, le commentaire. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Ça m'intéresse. Et je vous donne également rendez-vous si vous regardez la vidéo au jour de la sortie, à savoir ce mercredi 4 janvier. Ben, on se retrouve à 21 h. Et comme ça, vous pourrez me donner votre avis sur le show Wrestle Kingdom 17 en vocal avec moi, voilà, sur Zoom lors du mercredi, avec le retour du mercredi. Donc je compte sur vous. En tout cas, c'est parti pour la review de Wrestle Kingdom 17. On y va. Et donc le 4 janvier 2023, New Japan Pro Wrestling, on était du côté du Tokyo Dome avec une attendance très très bonne. Franchement, je m'attendais à moins, donc je suis très surpris. J'étais très surpris pendant tout le show, clairement il faut l'avouer, avec une très bonne attendance, beaucoup de monde, 26 085 personnes, donc franchement un très beau score de la part de New Japan. Alors on est loin, voilà, des 40 000 et tout, mais avant pandémie et avant on va dire explosion de Wrestle Kingdom, bah, c'était un peu les chiffres habituels, donc franchement très cool. Les Tears étaient de retour dans un gros show. Franchement, ça fait plaisir, il y a de la hype et de l'envie pour voir du catch japonais. On souffle un peu et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. C'était disponible bien sûr sur le New Japan World et également je l'ai vécu en live sur la chaîne YouTube de Benny Ismoney. C'était un vrai plaisir de faire ce watch along. Le live est disponible sur la chaîne de la révision des comptes de la lutte en replay. Donc surtout n'hésitez pas à aller checker un peu. Et logiquement j'essaierai de sortir, si j'ai le temps, je verrai, des best-of de nos réactions parce que je pense qu'on a été plutôt drôle à suivre pendant tout ce show. Donc c'est parti pour le premier match, important je le rappelle, je vais zapper quelques trucs, mais comme tous les matchs sont pratiquement importants, on va parler un peu de tous les matchs, mais en tout cas voilà, le kick-off, j'en parle pas. Le seul point positif à dire sur le kick-off, positif entre guillemets, c'est que dès demain lors de New Year's Dash, il y aura donc le match pour le King of Pro Wrestling 2023 et ça sera donc Great Okan, Shingo Takagi, Sho et Toru Yano qui se rencontreront dans un Fatal 4-Way pour désigner le premier détendeur de la nouvelle ceinture KOPW. La main card a commencé avec le match par équipe pour les titres Junior Heavyweight, IWGP Junior Heavyweight, Catch 22, Francesco Akira et TJP, les actuels champions par équipe junior contre Chaos, Lio Rush et Yo. 10 minutes 29 d'action fantastique pour se lancer dans le show, c'est très cool. Franchement, tout le monde a brillé dans ce match. Il y a des rebondissements, ça part dans tous les sens. Tout ce qu'on attendait de ce match-là, on l'a eu. Franchement, un très bon opener, très cool. Victoire de TJP sur un roll-up un peu rapide sur Yo. Franchement, mais c'est pas déconnant de faire ce genre de victoire dans un match comme ça parce que on sent que ça va être un peu la storyline entre les deux équipes et que le titre va un peu s'échanger pendant un certain temps. On sait que New Japan c'est ce qu'ils aiment faire, donc c'est pas trop déconnant de faire ça. C'était vraiment un excellent match, j'ai adoré la performance de tout le monde. Lio Rush a brillé sans aucun doute et je mettrai vraiment une petite pièce. Alors là il va être occupé vers cette course au titre par équipe je pense, mais Lio Rush il y a vraiment un moyen, je pense qu'il pourrait être plus tard s'il reste chez New Japan, mais imaginons il est encore là l'année prochaine, pourquoi pas Lio Rush qui arrive en tant que voilà que grosse tête d'affiche pour le titre junior à Kingdom, ça pourrait être intéressant. Également le Best of Super Junior, il sera peut-être à surveiller, mais en tout cas voilà, Lio Rush a brillé et ils auront une revanche sûrement, ça c'est sûr. Un vrai bon opener de ce show Wrestle Kingdom, un bon 4 sur 5 pour commencer. Ensuite il y avait un match historique, le premier 1 contre 1 pour un titre
Le premier 1 contre 1 point féminin, voilà, et encore plus pour un titre, premier titre féminin de New Japan Pro Wrestling, IWGP Women's Title. Bon, il y avait beaucoup d'attentes sur surtout un truc, voilà, il faut le dire. C'était surtout à ce qu'on aura Sasha Banks qui va arriver, etc. On s'en doutait parce qu'il y avait tous les dirt sheets qui avaient dit elle est là, elle est là, elle est là, ouh. Bon, voilà. Mais je m'attendais quand même à avoir un bon match, et un match au moins de, voilà, comme le temps habituel, à vrai dire, à savoir 10 minutes. Mais comme il y avait un segment qui allait durer 5, bah, ils ont divisé par deux. Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est que les 10 minutes des autres matchs, bah, ils l'ont fait. Hein, c'est 10 minutes voilà, pour la division féminine. Ça, c'est dans les règles, c'est ok. Mais comme il y a un segment de 5 minutes derrière, bah, voilà, ils ont été pris pour le match. Donc malheureusement, on a eu qu'un match de 5 minutes entre Tam Nakano et Kairi. Alors franchement c'était un bon match, mais c'est trop court, 5 minutes à Wrestle Kingdom, c'est pas possible. Je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, parce que comme il y a Sasha Banks qui va arriver juste après, bah voilà. Mais franchement non, c'est pas possible, c'est comme première défense, c'est un peu catastrophique je trouve. Le match est bon, 5 minutes intense, cool et tout. Beaucoup trop court pour prendre du plaisir. On peut après, voilà, qualitativement parlant, in-ringment parlant, c'est super bon. Les femmes ont bien travaillé, mais le booking, c'est de la merde. C'est pas, enfin, il fallait donner plus de temps au féminin pour pouvoir faire ce segment si vous voulez le faire. Mais là, 5 minutes, c'est beaucoup trop court. Donc voilà, j'ai pas mis de notes. Voilà, malheureusement, on va passer. Le plus important, c'est l'intervention, comme prévu, après la victoire de Kairi, de Sasha Banks, qui s'appelle plus Sasha Banks, du côté de chez New Japan Pro Wrestling et Stardom. D'ailleurs, c'était un arbitre de Stardom qui arbitrait ce match. Donc peut-être un petit indice de où, comment le titre va être un peu construit. Bon, on verra, vous allez voir, on aura des petites news dans 2 secondes. Donc du coup, c'est plus Sasha Banks, mais Mercedes Moné qui arrive. Franchement, grande star, rien à dire, look parfait, les cheveux, bon, personnellement j'aime pas, mais je peux comprendre que ça plaise. Et elle arrive, elle fait une petite promo, machin et tout. Elle annonce qu'elle veut un match pour le titre, etc. Ça sera officiel tout de suite, ça sera le 18 février à San José, à Battle in the Valley. Donc le match sera du côté des États-Unis dans un show New Japan qui est déjà sold out. Franchement, les mecs, vous pouvez pas en profiter un peu, essayer de vendre encore plus de tickets. Non, faites ça dans un show qui est déjà sold out. Comme ça, au moins, je trouve que stratégiquement parlant, au point de vue business, c'est totalement débile. Franchement, il y a aucune raison de faire ça. Ils avaient peur de quoi? Enfin, je sais pas, mais mettez Sasha Banks dans un show US, ça, why not? Pourquoi pas? C'est normal, c'est un talent beaucoup plus connu aux États-Unis, j'imagine. Mais pas dans un show. Faites-le dans un show qui. Là, vous vendez cette affiche-là et vous mettez cette affiche-là en main event. Là, c'est un show qui est déjà vendu, il n'y a aucune raison. Donc pour moi, ça a été des mauvais débuts entre guillemets. En plus il y a eu un move de Mercedes Moné qui a botché, voilà, ça a botché, ça n'a pas bien fité, donc des débuts vraiment pas bons de la part de Sasha Banks. Après oui c'est sûr, hein, elle est très jolie, charismatiquement parlant, très belle tenue et tout, mais ses débuts sont pas bons, stratégiquement parlant, au point de vue du business, il n'y aura aucune retombée. Putain, c'est voilà, un peu fou. Bon, pas terrible. Bref, on verra la suite, mais très déçu. Très déçu. IWGP Tag Team Championship, il y avait Mercedes Moné juste avant. On continue avec les Américains, avec FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood qui défendaient leur titre contre ceux qui ont gagné la World Tag League. Bishamon, Hiroki Goto et Yoshihashi, on a eu un 10 minutes 10 excellent. Très bon match. FTR sont incroyables, ça sans aucun doute. Franchement, moi j'adore cette équipe, il n'y a plus besoin de les présenter. Bishamon, ça marche vraiment très bien avec ces deux catcheurs, avec Goto et Yoshihashi. C'était un très bon match, intense, 10 minutes qui se regardent tout seul. Et c'est vraiment l'un des points forts du début de carte, c'est que tous les matchs sont faciles à regarder. Donc c'est vraiment très bien construit, hormis sur le plan féminin, mais sinon la carte elle est parfaite. Donc voilà, un très bon match, 4 sur 5, j'ai adoré, on continue avec les 4. Et franchement voilà, victoire donc de Bishamon qui deviennent les nouveaux champions. FTR qui ont perdu leur titre Ring of Honor, leur titre AAA, leur titre New Japan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont essayer de se reconstruire du côté de chez All Elite Wrestling pour aller atteindre à nouveau les titres par équipe de AEW? Ou est-ce que ça veut dire la fin de leur contrat pour pourquoi pas retourner du côté de chez WWE? L'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est intéressant, il y a plein de choses à construire avec FTR. Équipe fantastique, Bishamon a répondu parfaitement.
un très bon match, 4 sur 5. On enchaîne avec le match pour le titre New Japan World Television, avec un match totalement différent au point de vue du style. C'était Zack Sabre Jr. contre Ren Narita, 10 minutes 32, encore une fois on continue là-dessus. Et il y a eu une victoire de Zack Sabre Jr. C'est une petite surprise pour moi, mais en même temps, c'est un peu logique, surtout avec le segment qui est prévu après, etc. Mais on a eu un super match dans un style totalement opposé de ce qu'on a eu pour le moment sur la carte. Un style strong avec des cross suplex, des cross strikes, etc. Et j'ai adoré la fin de Zack Sabre Jr. qui arrive à un moment ou un autre à surprendre dans une armbar Ren Narita. Et Ren Narita, bah voilà, la puissance de l'armbar, il fait tellement fort d'un coup, le geste est tellement sévère que Ren Narita peut juste que abandonner sur le moment. En tout cas, elle a fait un super parcours et c'est que le début pour Ren Narita. Mais voilà, moi je pensais vraiment que Ren Narita allait gagner. Au final, il le donne à Zack Sabre Jr. C'est très très bien, très bon choix de la part de New Japan Pro Wrestling. On reconstruit un truc avec Zack Sabre Jr. Et en plus de ça, à la fin, on a TMDK, donc l'équipe de Shane Thorne, c'est Shane Haste je crois, et Mikey Nichols, les deux catcheurs australiens qui sont passés du côté de chez WWE, TM61, qui arrive et propose un t-shirt à Zack Sabre Jr. Il faut savoir que l'ancien leader de ce clan du côté de New Japan Strong, c'était tout simplement Jonah Bronson Reed qui est retourné chez WWE. Donc là, il retrouve un nouveau leader, je pense, avec Zack Sabre Jr. C'est très bien, il lui donne quelque chose. Peut-être que 2023, ça sera encore plus son année. En tout cas, là, il a le titre TV. Et je suis sûr qu'il va en faire des merveilles pour commencer avec un titre. C'est vraiment le très bon choix, Zack Sabre Jr. Ren Narita aurait été très bon aussi, mais Zack Sabre, c'est vraiment parfait. Et puis, c'est cool. C'est cool qu'ils lui ont retrouvé quelque chose très rapidement. C'est le seul d'ailleurs de Suzuki-gun qui a un programme. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, 4 sur 5 à nouveau. Franchement, le show est fantastique du début à la fin. Allez, peut-être le match qui m'a un peu déçu, même si c'était pas si pire que ce qu'on pensait. C'était le match pour le titre Never Open Weight Title. Et c'était donc Tama Tonga contre Karl Anderson. 9 minutes 36, voilà, encore dans le même style. Un tout petit peu plus court, mais dans les 10 minutes. Karl Anderson qui, donc WWE, bien entendu, qui était là clairement pour mettre over Tama Tonga. Et aussi pour, voilà, pour lâcher le titre pour Tama Tonga. Et alors, le match est vraiment bien. Karl Anderson a vraiment tout donné, je trouve. Ses moves sont propres. Il y a un gros pile driver là sur la rampe d'entrée qui est vraiment impressionnant. Karl Anderson domine vraiment ce Tama Tonga. Puis à la fin, voilà, il y a les échanges de gunstun, etc., etc. Puis au final, Tama Tonga arrive à porter le gunstun sur Karl Anderson. Mais Karl Anderson, alors soit il perd son équilibre et c'est un botch, ou soit il veut pas du tout vendre pour Tama Tonga. Et le finish est botché. Le gunstun rend vraiment dégueulasse, c'est vraiment pas propre. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a pas voulu vendre. Après, c'est peut-être un botch, à vous de me le dire dans les commentaires. Mais bon, voilà, le match est quand même pas mal. Il y a vraiment des bons moves. Karl Anderson, il fait des bons spots et tout. Ces espèces de Claymore kicks sont vraiment très intéressantes. J'ai mis 3,25, mais c'est vrai que un peu déçu par cette fin qui est botchée ou pas du tout vendue de la part de Karl Anderson. Mais en tout cas, voilà, il a mis over Tama Tonga. Projet Babyface, il va être très bien à cette place-là. Je suis très content du résultat et c'était prévu. Donc voilà, 3,25 pour moi sur ce match. On enchaîne avec un match que moi personnellement j'attendais. On ne devait pas être beaucoup à l'attendre. Voilà. C'était le Six-Man Tag Team Match, le Dream Tag Team Match. C'était comme ça qu'il était appelé. Ils avaient même des t-shirts à l'effigie qui est magnifique. Je vais peut-être voir pour me l'acheter si je peux le trouver. Moi je trouve ça très joli. Hiroshi Tanahashi, Keiji Muto et Shota Omino, l'équipe de 3 générations, voilà, contre Los Ingobernables de Japón, Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. Donc j'ai plusieurs choses à dire sur ce combat, je ne vais pas revenir sur l'histoire, j'en ai déjà expliqué, je pense que j'en reparlerai ce soir dans le mercredi, donc je vais essayer d'aller assez vite, mais Hiroshi Tanahashi, Keiji Muto, Shota Umino, ça fonctionne parfaitement. Je trouve que le match a été parfaitement construit, c'est 9 minutes 20, c'est rapide, Keiji Muto fait des bons spots, là comme il catch pas beaucoup, on va dire qu'il n'a pas de problème de cardio et tout, pareil pour Tanahashi. Shota Umino, il est over, c'est lui qui remporte le match sur Bushi, tout est parfait. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux sur ce combat-là. J'ai pas mis de note, je mettrai un 3,5 parce que c'est pas non plus incroyable, mais je trouve que ça a été parfaitement fait. Je vois qu'il est noté 5,79. Bon, allez, ils sont à 2,75 pour catch match à peu près en moyenne. Mais moi, voilà, j'irai avec un 3,5. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il n'y a pas trop de problèmes de botch, etc. Donc, vraiment content. Surtout le point fort que j'avais peur, c'est Shota Umino qui remporte et pas Keiji Muto. Donc, ça, c'est très bien. Et le passage de témoin est vraiment parfait. Donc, ça, chapeau. Ensuite, il y a eu donc dans les backstage, ça on l'a appris après.
après le show, mais dans les backstage, il y a eu une promo de Los Ingobernables des Rapon et il y a eu une intervention de Kongo du côté de Kongo, le clan de Keno de Noah Pro Wrestling. Donc on pourrait s'attendre à que le show à Yokohama, je crois que c'est Yokohama, le 21 janvier, ça soit à nouveau du Noah contre New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, étant donné que Keiji Muto a eu là ce qui était annoncé comme son dernier match chez New Japan, est-ce qu'on peut pas s'attendre à avoir le dernier match de Great Muta à ce show là? Ça se peut. À voir, je sais plus quand les dates exactement du dernier show de Great Muta, mais je crois que ça se pourrait. Donc à vérifier en tout cas. Mais bon, donc voilà, donc on repart sur un Noah contre Kongo, c'est ce qu'on avait eu déjà l'année dernière. Là on aura une formation un peu différente du côté de Los Ingobernables des Rapon avec sûrement Titan. Donc ça sera à suivre, mais plutôt intéressant. Et si on repart sur un Noah contre New Japan, personnellement ça me va. Ensuite on a eu un incroyable combat, un match pour le titre IWGP Junior Heavyweight, un 4-way match entre Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, El Desperado et Master Wato. Premier match qui augmente un peu le temps, c'est normal, on est dans les 3 derniers combats. 16 minutes 43, un incroyable match, vraiment un classique de construction de comment faire un très bon Fatal 4-way. Taiji Ishimori c'est le seul vrai heel on va dire de ce match là. Et il joue son rôle mais parfaitement. Au début du combat, il prend son temps, il est hyper intelligent. Il fait tout pour gagner, il essaye tout pour gagner avec plein de méthodes différentes. Et c'est excellent. L'intelligence de Taiji Ishimori est impeccable dans ce combat. Et derrière, tout le monde a assuré, franchement. Je me souviens, les near fall, les false finish, les faux finish de fin avec Master Wato qui fait son finish sur pratiquement tout le monde. Et à chaque fois, il y a une intervention, un bras, un truc. C'était excellent, le combat est incroyable. Franchement, c'est l'un des Fatal 4-Way les mieux construits que j'ai vu depuis très longtemps. Faudrait que je revoie celui qu'il y avait eu avec Kushida, Will Ospreay, Marty Scurll et Hiromu Takahashi. Celui-là, qu'est-ce qu'il était bien. Et Wato, il a été over et donc vraiment très très bien. Et victoire donc à la fin de Hiromu Takahashi qui remporte ce combat à nouveau. C'est l'ace de la compagnie. Je pense vraiment qu'il y aura une rivalité avec Kushida, ça sera à suivre. Mais moi c'est ce que franchement c'est ce que je pensais. Et voilà, depuis le début je suis pas très bon niveau prono, mais là au moins je l'avais. J'ai mis 4,75, c'était excellent. J'ai adoré ce combat. Franchement, bravo, c'était super. Oh alors là, bon alors attendez. Match pour le titre IWGP United States Heavyweight Title. Kenny Omega, comme on dit au Japon, Kenny Omega contre Will Ospreay, 34 minutes 38 de pur plaisir intense du début à la fin, de violence, de catch pur, d'incroyable storytelling. On voulait un match extraordinaire, bah on l'a eu. Voilà, c'est tout. Voilà, les mecs ils ont dit ok, vous voulez un 5 casquettes, bah on vous l'offre, on vous le donne. Même on vous rajoute un peu de sang, un peu de machin pour donner encore plus de drama et tout ça. Quel combat. J'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire de négatif sur ce combat. C'est juste exceptionnel, les entrées sont incroyables. Kenny Omega rentre en Sephiroth de Final Fantasy, Ospreay sa musique et tout. Alors si, Omega pas de Devil Sky, une musique de Final Fantasy, bon ok je comprends. Déjà ils ont eu les droits, c'est cool. Même s'il est rentré sur Devil Sky lors de la conférence de presse, j'aurais bien voulu revivre une entrée de Kenny Omega chez New Japan sur Devil Sky. Mais bon, on chipote. Mais en tout cas, voilà, Omega, incroyable. Tout le storytelling, le drama. Ospreay se prend des spots, il se prend un DDT sur le coin. Et qui est découvert parce que Kenny Omega avait enlevé le coin, il jouait un peu plus le rôle d'huile, on va dire. Et il détruit. Mais c'est vraiment le cleaner quoi, il détruit la gueule de Ospreay avec ce DDT que j'avais jamais vu moi personnellement sur un show de catch. DDT sur les deux hommes sont sur la 3ème corde et DDT sur le coin qui est à découvert. Après derrière il y a Blade, le sang partout et tout, des coups de table et tout machin, enfin excellent. Et quand même Kenny Omega qui remporte le combat au bout de 34 minutes 38, quand même bien dominé par sa part et donc qui devient à nouveau champion IWGP US Title. Et là je suis très curieux de la suite parce que clairement l'objectif de tout ça c'est simple, c'est que Will Ospreay s'en sort plus fort. Il a fait une promo après le show en disant j'ai échoué, je me laisse une année pour redevenir le plus grand, sinon je pars. Un peu à la manière d'un Jay White il y a quelques temps quand il avait perdu pour le titre Heavyweight. Et derrière qu'est-ce qu'on a eu, on a eu Jay White champion, etc. Donc là 2023 G1 c'est peut-être à Will Ospreay. Mais en vrai, voilà, c'était excellent. L'un des matchs de l'année déjà. 5, bien sûr, 5 casquettes, sans aucun doute.
Et main event, et jamais je voudrais passer après un match aussi extraordinaire. Et là, t'es le main event, et normalement l'événement principal. Match pour le titre IWGP World Heavyweight Title. Jay White qui défend son titre contre Kazuchika Okada. 33 minutes 3 de match. Jay White, Okada, ça n'a rien à voir au point de vue de la construction que Omega et Will Ospreay bien entendu. Franchement, la construction, c'est du New Japan très classique, mais qu'est-ce que c'est bien du début à la fin. Le selling, le fait de haranguer la foule. Jay White qui lui a harangué tout le temps la foule parce qu'elle pouvait plus gueuler son nom, etc. Et là, cette fois-ci, il y avait droit à les cheers. Alors les cheers, c'est pas trop long, donc il fallait faire des cheers courts, tu vois. Bon, voilà, c'est le Japon. Les lois japonaises, hein, toujours particuliers. Et là, Jay White, franchement, il en a profité. Il dit, ok, cette fois-ci, ils peuvent gueuler. Moi, je vais leur dire d'applaudir, tu vois. C'est un génie, Jay White, des Hills. Il est extraordinaire. Franchement, c'est un mec qui est très formaté WWE. Je pense qu'il pourrait fitter totalement WWE. Alors là, je pense qu'il y a certains qui ont dû sûrement s'ouvrir les veines quand j'ai dit cette phrase, mais ne vous inquiétez pas, pour le moment, ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, Jay White avec un Triple H au commande, j'ai envie de le voir, perso. Bon, je sais pas pour vous, j'aimerais bien le voir. Et Okada, le maître, l'Ace, tout ce qu'on veut. Franchement, là, Okada, il commence à être l'Ace à la place de Tanahashi. Pour moi, c'est le mec, il a déjà 7 titres de champion du monde. Et une stat qui est intéressant, qui est complètement what the fuck en fait. Okada, il a gagné qu'un titre. Ouais, on va dire, il a gagné qu'un titre du côté de chez New Japan, bah, c'est le titre IWGP World Heavyweight et World d'avant. Donc il a gagné, bon, 2 titres, mais c'est le même titre en fait. Donc il a gagné qu'un titre dans toute sa carrière de New Japan. Il a jamais gagné de tag, jamais de Team Never, Intercontinental, jamais, jamais, jamais. Que le gros titre. C'est fou quoi, je pense que c'est l'un des seuls, je pense. Franchement, parce que tu regardes souvent tous les grands catcheurs et tout, ils ont gagné plein de titres différents. Lui, il a gagné qu'un titre, c'est le même titre. Mais 7 fois par contre. Hein. Là, par contre, il a toujours eu plein de gros reigns. Mais non, mais le match est vraiment incroyable. Le sprint final, les false finish, les comptes dans tous les sens. L'histoire racontée où on a Jay White qui fait un Rainmaker. Puis après, on a Okada qui fait le Blade Runner pour après enchaîner avec son Rainmaker pour la victoire. Enfin... incroyable et franchement voilà, j'ai mis aussi 5 à ce match là. Il passera sûrement un peu plus inaperçu par rapport au match d'avant, voilà, mais quel match exceptionnel. Franchement un match exceptionnel. Et en plus, fin de show formidable, on est au premier Wrestle Kingdom après la mort d'Antonio Inoki. Il y a déjà eu des hommages un peu partout, il y a sa photo sur l'écran du stage. Mais là, voilà, à la fin du show, on a Okada qui parle au micro, qui fait sa pause et tout, les pétards, enfin les pétards, les cotillons, tout ça. Et il va pour partir, et avant de partir, quand il est sur le stage d'entrée, il prend le micro. Et là, il refait un grand hommage à Inoki avec son cri là, qu'il faisait avec le poing levé, tout ça. Tout le public le fait. Fin de show, on remballe. Parfait, quel show fantastique. Incroyable, incroyable. Franchement... c'est peut-être l'un des meilleurs Wrestle Kingdom que j'ai vu. Alors je ne les ai pas tous vus. On m'a beaucoup dit que le 10 est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu en entier d'ailleurs. Il faudrait qu'un jour je me le regarde. Mais ce Wrestle Kingdom était exceptionnel. Ça dure 4h30. Je le vis parfait quoi. C'est vraiment 4h30 de ma vie où je suis bien, je suis posé. Je suis avec mon pote Benny. On discute avec des gens sur le chat. On raconte des blagues, on commente et tout. C'était putain quelle matinée. Je m'en souviendrai de ce 4 janvier 2023. J'ai bien fait de prendre mes vacances, clairement. Donc voilà pour la review de Wrestle Kingdom 23. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à 21 h. Donnez-moi votre avis pour le mercredi. Si vous regardez cette vidéo ce mercredi, venez sur Twitch, chez Cody sur Twitch. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à venir, je compte sur vous. Merci à vous pour votre soutien. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!